après l'exécutif hongkongien. Cette loi, elle ne fait que combler un vide juridique, puisque Hong Kong serait devenu, d'après eux, Pékin, un repère de fugitifs. Dernier exemple en date, un Hongkongais recherché pour un meurtre commis à Taipei, c'est son extradition vers Taïwan, impossible dans le vide juridique actuel qui rendrait nécessaire ce texte de loi. Oui, ça c'est l'explication du gouvernement de Hong Kong, c'était avec Taïwan. Alors évidemment, avant 97, ça pouvait exister avec Taïwan, mais maintenant c'est un problème, effectivement. Maintenant, ça aurait pu se régler. Bon, d'une certaine manière, on peut toujours trouver des moyens. Mais ce que j'aimerais ajouter sur cette loi, parce que je pense que c'est pas aussi limitatif que ça, cette loi d'extradition. C'est-à-dire que ce qu'on ne réalise pas en Europe, c'est que ça peut toucher n'importe qui. Il ne s'agit pas seulement de Hongkongais, il ne s'agit pas seulement de Hongkongais vivant à l'étranger, ça concerne les étrangers habitant à Hong Kong, les étrangers habitant à l'extérieur de Hong Kong dans le monde entier, et qui, par leur activité, quelle qu'elle soit, professeurs, militants, droits de l'homme, journalistes, peuvent être sur une liste chinoise, et une fois arrivé à Hong Kong en tant que touriste ou en tant que même en transit, vous pouvez être arrêté par les autorités et être extradé. Je veux dire, c'est ça quand même le danger. Je veux dire, c'est là où nous, on ne se rend pas compte que ça nous concerne. C'est pas qu'une affaire, entre guillemets, de Hongkongais et de Chinois. Évidemment que les Hongkongais sont les premiers visés, puisque imaginez toutes les ONG hongkongaises qui sont enregistrées maintenant depuis des années dans les fichiers du gouvernement chinois. Mais ça touchera tout le monde. Voilà, je rappelle que quand même, on a eu affaire depuis plusieurs mois. Il y a 2 exilés politiques, vous m'entendez bien, 2 réfugiés politiques hongkongais qui ont demandé l'asile politique en Allemagne. C'est-à-dire que c'est sans précédent. Oui. Et que si cette loi passait, je pense qu'on commencerait à en avoir beaucoup plus en Europe. Hong Kong, place illibérale, menacée par les... Écoutez, moi, j'ai rencontré beaucoup d'avocats lorsque j'étais à Hong Kong il y a quelques semaines encore. Depuis des années, j'y retourne. La détérioration de l'ambiance générale à Hong Kong est évidente et que le concept de un pays, deux systèmes se rétrécit d'année en année et que l'humeur des Hongkongais est déprimante d'année en année. Après le contrôle politique, après le contrôle des médias, on s'attaque maintenant au système juridique. Et les avocats me disaient, jusqu'à présent, le dernier pilier qui pouvait garantir l'état de droit dans ce territoire de 7 millions d'habitants, c'était encore la justice. Mais il me citait des cas d'affaires, justement, de corruption, en disant, avec cette loi, ce ne sera absolument pas compliqué d'arrêter n'importe qui faisant des affaires avec le continent chinois, vu que, dans une grande majorité des cas, on ne peut pas éviter totalement de corrompre quelqu'un. Donc, ça sera pas... Il n'y a pas un problème de corruption inhérent à Hong Kong aujourd'hui? Ah non, mais je ne dis pas que c'est inhérent à Hong Kong. Je dis que c'est le système judiciaire, juridique et économique chinois qui a contaminé, si vous voulez, sans dire qu'à Hong Kong tout était parfait, mais depuis ICAC, l'anti-corruption, bon, c'est pas le Hong Kong des années 70, hein, c'est plus ça, mais c'est l'inverse qui a contaminé. Voilà, Hong Kong, et qu'aujourd'hui ils disent, quand on signe un contrat avec la Chine, de toute façon, ça ne vaut rien aux yeux des Chinois. Effectivement, il y a quelque chose de plus profond, c'est-à-dire que les gens de Hong Kong se sentent menacés dans leur identité, à cause à la fois donc, de cette culture chinoise qui devient triomphante maintenant, de cette de puissance économique chinoise qui devient aussi triomphante, et donc il y a une sorte de dépendance un peu humiliante pour les gens de Hong Kong vis-à-vis du continent. Et puis, alors, en plus, on voit qu'à un pays deux systèmes, les deux systèmes tendance à voir les deux systèmes converger éventuellement vers quelque chose d'inconnu. Alors évidemment, ça crée beaucoup d'émoi. Et je pense que c'est une des raisons de la sensibilité, notamment de la jeunesse, vis-à-vis de ce truc-là. On sait ce qu'on va perdre, mais on ne sait pas ce qu'on va devenir. Voilà, donc en gros, quoi, c'est ça. Donc, Jean-François Di Miglio, Hong Kong est traversé de soubresauts. On vient de le voir sur ces images d'archives à nouveau, le mouvement des parapluies Occupy Central en 2014. La fronde a pris de l'ampleur depuis, malgré les peines de prison, d'ailleurs annoncées le mois dernier contre des leaders du mouvement. Ce qui est très intéressant dans le mouvement des parapluies, c'est que le calendrier, l'échéancier inexorable qui a été mis en place en 97, c'est-à-dire que 50 ans, ça permet de vieillir tout simplement aux habitants de Hong Kong, et ça leur permet aussi de disparaître, c'est-à-dire que ceux qui auraient eu 30 ou 40 ans en 97, 50 ans plus tard, ils ne seraient plus là. Plus de mémoire de ce qu'a été la démocratie. Le calcul de 50 ans, d'une certaine façon, est extrêmement habile.
Il est simple, mais il est habile. Le mouvement des parapluies... Rappelez ce qui doit se passer au bout de 50 ans quand même que les téléspectateurs comprennent. Si vous permettez, on va en parler tout à l'heure, mais le mouvement des parapluies il est extrêmement intéressant parce que le Joshua, qui a manifesté, qui a été l'un des leaders du mouvement des parapluies, eh bien, il est né après 97. Et donc là, le pari, brusquement, la machine se grippe. On se dit, on a, pour les raisons d'ailleurs qui ont été évoquées autour de la table, on a tout fait pour effectivement créer une nouvelle mémoire, et cette nouvelle mémoire, au lieu d'être effectivement une mémoire fascinée par la mère patrie dans laquelle on est revenu en 97, c'est une mémoire qui ne voit plus que les obstacles qui sont sur notre route et la difficulté d'être jeune à Hong Kong. Donc on aurait pu attendre que la révolution des parapluies ne soit pas faite par des tout jeunes, et elle est faite par des tout jeunes. Et c'est là, effectivement, cette révolution des parapluies a été troublante, éventuellement un prélude à ce qu'on voit, mais probablement pas, comme ça a été dit aussi autour de la table, parce que la révolution des parapluies, d'abord, elle a avorté, c'était aussi un mélange très complexe, un peu d'ailleurs comme le 4 juin, enfin, comme tout ce qui s'est passé à Tiananmen en 89, c'était une convergence des luttes, on pourrait dire, une convergence des mécontentements, donc c'était très complexe. Et surtout, à ce moment-là, cette révolte des parapluies, qui était en plein dans Central, qui a duré très longtemps, ça a été étouffé par l'esprit de business. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est le retour de l'esprit de business. C'est-à-dire que quand vous étiez pendant le mouvement Occupy Hong Kong en 2014, on vous disait « mais ces gens-là nous empêchent de faire du business ». Perturbe l'activité économique. Ils ne comprennent rien, ce sont des jeunes qui nous empêchent de faire du business, ils se tirent dans le pied. Et là, en revanche, on nous dit « on se tire dans le pied si on accepte », parce qu'on risque effectivement de ne pas pouvoir au cadre des affaires ce système de business. Quant aux paroles de Xi Jinping, peu nous importent les opinions d'un autre pays. Chaque gouvernement étranger a le droit à sa souveraineté. Les autres pays ne devraient pas s'en mêler. C'est sur le mot urge que je réagis, parce qu'effectivement, il y a certainement une démarche américaine qui tente à mettre Pékin d'une certaine façon dans ce qu'on pourrait appeler une seringue, mais ce que Pékin déteste, c'est l'urgence. Et je ne pense pas que pour Pékin, l'heure soit à l'urgence, parce que Pékin sait bien que ce que l'on gagne, on ne le gagne jamais dans l'urgence, ou que ce que l'on gagne dans l'urgence, on risque de le perdre. Et donc le schéma de Pékin, et je pense d'ailleurs que pour Pékin, la réélection de Tsai Ing-wen, plutôt que l'élection de quelqu'un qui serait immédiatement trop favorable à Pékin, ou de quelqu'un à l'inverse qui serait trop favorable à l'indépendance, la réélection de Tsai Ing-wen ne serait pas la pire des choses. Ce qui serait très mauvais, ce serait probablement l'élection d'un vrai indépendantiste, ou l'élection d'un Kuomintang trop proche de Pékin, qui là pourrait avoir non pas 1 million de personnes dans les rues à Taïwan, mais peut-être beaucoup plus, modulo l'influence que l'on pourrait exercer sur les électeurs de Taïwan. Taïwan a les moyens de résister encore longtemps à la volonté chinoise. Alors la question, c'est que on est dans une situation qu'en Occident on a un petit peu de mal à comprendre, puisque c'est ni guerre ni paix d'une certaine façon. Et ni reconnaissance. La question de la résistance aujourd'hui ne se pose pas. La question qui se pose réellement, c'est celle qui est posée dans certains manuels. Est-ce qu'il y a réellement la capacité militaire de prendre une île qui n'a jamais été prise? Taïwan n'a jamais été totalement conquise. Il y a un article dans Diplomatie il y a 3 ou 4 mois qui est écrit par un militaire et qui démontre techniquement que ce sera très difficile. Ce qui est beaucoup plus envisageable, c'est bien sûr la lutte d'influence, c'est-à-dire l'achat par toutes sortes de moyens et pas simplement monétaires des votes taïwanais, une influence. Et l'embargo, un blocus. Ensuite, il y a les sujets d'embargo, et ensuite, effectivement, on a toutes sortes de façons d'étrangler Taïwan. Mais la meilleure façon, c'est probablement, effectivement, de laisser Taïwan évoluer, d'influencer, et puis de voir ce qui se passe. Si en revanche, c'est pour ça aussi qu'il y a une crispation, on a parlé de paranoïa à Pékin, s'il y a une dégradation de la situation économique en Chine, eh bien, dans ces cas-là, ce que personne ne souhaite, pas même les Américains, dans ces cas-là, il faudra un coup d'éclat. Et dans ces cas-là, effectivement, on repassera dans l'urgence par opposition au temps long dans lequel on se trouve. L'Union soviétique est très étudiée par les Chinois, car elle est le symbole de ce qu'il faut absolument éviter à l'avenir. C'est-à-dire que Gorbatchev
est considéré comme quelqu'un qui a amené la chute de l'Union soviétique, la chute du Parti communiste soviétique, et donc il faut s'en inspirer pour évidemment absolument ne pas faire comme lui. C'est assez intéressant d'ailleurs, si vous me permettez, parce que là je pense qu'il y a une incompréhension de la part des Occidentaux. Gorbatchev n'avait pas voulu tuer le communisme, Gorbatchev avait voulu sauver le communisme en Union soviétique. Mais il avait fait le pari de dire, il y avait le communisme économique et le communisme politique, donc il s'est dit on va libéraliser pour sauver le communisme économique. Or, Deng Xiaoping a fait exactement le contraire. Une fois que les événements de Tiananmen en mai 89 se sont arrêtés, les dirigeants chinois se sont dit, nous, on va basculer au système capitaliste, mais pour mieux sauver la Chine communiste et l'indépendance de la Chine. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que, en réalité, aujourd'hui, les penseurs chinois disent c'est un socialisme à la chinoise. Universalisme occidental, individualisme et égoïsme occidental, face à la cohésion, au groupe, à la loi, au réalisme. Ces univers ont cohabité pendant très longtemps, et d'une certaine façon, ce que vous dites, c'est que le diagnostic qu'ont fait les Chinois, c'est que pour rester protégés, pour préserver leur culture, il faut jouer le jeu de la mondialisation, s'ouvrir économiquement pour garder sa singularité, ce qui nous ramène à ce que nous avions évoqué l'année dernière, accepter la modernité, mais ne pas s'occidentaliser. Le Japon. Voilà, c'était le chemin du Japon. Même si je ne suis pas totalement convaincu que le pouvoir politique chinois apprécierait beaucoup qu'on puisse dire qu'il se soit inspiré de l'ère Meiji au Japon, mais parce qu'il y a un antagonisme assez fort, mais il y a bien la volonté que d'instrumentaliser la mondialisation, peut-être pas l'occidentalisation, pour mieux rester soi-même. Ouais. La nécessité En fait, le pouvoir chinois se justifie en disant si le parti unique disparaît, il va y avoir trop de forces centrifuges. Le Tibet en est une. Les Ouïghours, qui seraient des Chinois de confession musulmane, en sont une autre. Ça, ce serait aussi un autre sujet. Et donc, le Parti communiste chinois est nécessaire, non seulement pour résister à une pression extérieure. Les termes sont très très forts hein, quand on lit la presse chinoise. On parle d'infiltration occidentale dans les milieux universitaires ou journalistiques. Enfin, il y a vraiment un discours officiel fort. Et il ne faudrait pas imaginer que ce serait une lecture, à mon avis, occidentale abusive, qu'il y aurait un pouvoir fort, quasi dictatorial, qui imposerait une grille de lecture. C'est un sentiment qui est partagé, qui est souhaité par énormément de gens en Chine, y compris des jeunes intellectuels, qui sont bien sûr alors mis au pinacle par le gouvernement chinois et qui sont encouragés, où il y a beaucoup de jeunes Chinois qui sont très très nationalistes et qui mettent en avant le fait qu'il faut effectivement que la Chine se singularise par rapport à l'Occident. Et il y a deux événements qu'il faut rajouter par rapport à ça, me semble-t-il, c'est que deux problématiques lourdes auxquelles vont être confrontés le pouvoir chinois et la Chine. D'abord, c'est comment conjuguer le principe central en Chine, qu'est l'égalité, avec la situation économique, l'ouverture économique qui a amené une inégalité croissante et démesurée. On considère qu'en Chine, suivant qu'on est plutôt sur les régions les plus riches, qui sont les régions littorales autour de Pékin, et les régions orientales, et les régions les plus pauvres qui seraient plus rurales et plus occidentales, on est sur des écarts de salaire qui peuvent aller de 1 à 20. Et là, on voit bien que d'ailleurs, dans le discours officiel chinois depuis 4 à 5 ans, il y a une obsession d'arrêter la corruption, et dans l'armée, et dans les partis politiques, et chez les hommes d'affaires, parce que l'enrichissement personnel doit permettre à tous d'élever le groupe. Donc il y a une inquiétude, comment à long terme garder le monopole du pouvoir pour un parti politique dont la vertu centrale est l'égalité, alors que de facto, l'ouverture économique a amené une inégalité croissante. Ça, à mon sens, ça va être un enjeu majeur. Et puis, il y a un deuxième enjeu majeur, c'est comment fait-on pour maintenir la légitimité d'un parti central avec un discours unique et officiel avec les réseaux sociaux. A fortiori, avec 1,3 milliard d'habitants qui vont de plus en plus avoir accès à un discours différent sur les réseaux sociaux. Et là, il y a, à mon sens, une explication majeure à la réélection de Xi Jinping, car très tôt, très très tôt, avant même qu'il ait été élu une première fois, il s'était singularisé par le fait de dire, en réalité, la loi doit donc permettre à l'État de mieux s'installer, mais les réseaux sociaux, alors en plus c'est dit dans des termes un peu fleuris, un peu poétiques, les réseaux sociaux doivent être un lieu où on s'épanouit ensemble, mais pas un lieu presque de perversion où chacun s'abandonne
on va dire, à ses logiques personnelles ou individualistes. Donc là, il va y avoir un combat majeur. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a beaucoup de sites ou de réseaux sociaux qui sont contrôlés par le pouvoir chinois et sur lesquels, il y a des équivalents. Google, Twitter ont des équivalents qui sont propres à la Chine et sur lesquels on sait très très bien quand même que les citoyens chinois sont surveillés. C'est-à-dire que là, c'est à la fois des axes de liberté individuelle dans lesquels on dit aux personnes que vous pouvez vous épanouir, mais dans lesquels on est aussi très surveillé et très contrôlé. Comment le pouvoir chinois, me semble-t-il, va-t-il réussir à juguler la contradiction première qu'on a évoquée, égalité et inégalité économique, et maintenir sa légitimité de force unique dans un monde dans lequel on aura de plus en plus accès à d'autres sources d'informations. Ça, j'ai le sentiment que ça va être des questions majeures dont on voit bien qu'elles sont dans le cœur de la réflexion et que Xi Jinping, qui est perçu comme quelqu'un de charismatique et de fort sur ces questions-là, a été réélu parce qu'il est amené à répondre à ces questions-là qui d'ailleurs nous amèneront certainement sur une autre séance